Le président Martelly confie n'avoir pas trahi Laurent Lamotte, qu'il considère comme son frère, comme certaines personnalités de l'entourage de ce dernier voudraient le lui faire croire. Dans une interview exclusive accordée au journal Le Nouvelliste, Michel Martelly affirme avoir dit à Laurent Lamotte, ainsi qu'à son épouse Sophia, qu'il n'était pas opportun de poser leur candidature à ces élections, ce qui est un pari difficile avec la présence de 2 candidats proches du pouvoir dans la course électorale. Le président confie qu'il supporte mal l'idée que Laurent Lamotte puisse croire qu'il aurait pu le trahir. Il regrette que son ancien Premier ministre n'ait pas fait preuve de plus de maturité dans la gestion de ce dossier. Le chef de l'État affirme également avoir fait preuve d'indifférence lorsque le CEP avait rejeté la candidature de son épouse. L'ex-premier ministre Laurent Lamotte annonce sa détermination à poursuivre la lutte en dépit du verdict définitif du tribunal suprême électoral. Dans une interview accordée à Radio et Télé Métropole, l'ancien chef du gouvernement continue de dénoncer le caractère illégal de la décision prise par l'institution électorale. Interrogé sur les récentes déclarations faites par le président Martelly dans les colonnes du journal Le Nouvelliste, Laurent Lamotte a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'engager de polémique avec le président, qu'il considère toujours comme un bon ami. Parce que c'est pas, je ne sais pas que c'est président, je ne sais pas que c'est aucun pays, je ne sais pas que c'est aucune puissance qui va choisir un président, à moins que c'est dans l'élection pour eux. Mais sous dans l'élection, côté que un peuple souverain qui a choisi, c'est le peuple qui a choisi. Ce n'est pas un monde ou 2 mondes qui va choisir ou bien qui va mettre un président. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas choisi Laurent Lamotte que je pense que le président trahit. Parce que de toutes les façons, j'aime dire, moi-même, je ne pense pas que la reconnaissance soit une lâcheté. Parce que le président n'est pas dans la politique. C'est le président qui choisit, qui fait entrer pour me venir des pays, je suis très reconnaissant envers lui pour ça. Donc, que le président choisit pour m'aller sous bannière PHTK comme candidat ou non, ça c'est son choix que le président fait. Moi-même, j'ai énormément de respect pour le président Martelly et m'a toujours gagné. C'est-à-dire que le président doit choisir un candidat pour aller, le candidat à lui-même. Moi-même, si je suis président, je dois choisir un candidat qui est capable de gagner. Parce qu'on parle dans l'élection, c'est comme si dans n'importe quelle compétition vous pouvez aller. Vous pouvez aller dans une compétition avec plus bon joueur. Qu'on y a là, soit parce que vous avez plus bon joueur pour aller gagner, et puis ça a son problème, bon, je ne vais pas comprendre la logique là. Je ne vais pas rentrer dans une sorte de polémique avec sa présidente, mais sa présidente pas dit. Encore une fois, crédibilité en élection, c'est participation population. Crédibilité en élection, c'est vote population. L'idée, ce n'est pas que pour y aller mettre un président, c'est pour entrer comme candidat dans une course qui est ouverte à tous, qui est démocratique, qui est juste et qui permet à la population un choix. Et c'est ce choix, ça, encore une fois, parce que faut ne pas différencier. Crédibilité elle est basée sur un processus participatif et inclusif. Ce n'est pas dans l'exclusion que nous avons bien crédibilité. Il faut faire attention. Cela ne doit pas être accepté par... La plateforme Unité salue l'avancement du processus électoral. Lors de la présentation officielle de ses candidats ce mardi, le regroupement politique dit n'avoir aucun doute quant à l'organisation des élections cette année. Selon le porte-parole de la plateforme Unité, jusqu'ici, le CEP a fait œuvre qui vaille, mais certaines irrégularités ont été relevées dans le processus. Alors que le CEP est encore dans le collimateur de certains partis politiques, d'autres estiment que l'institution électorale a jusqu'ici fait œuvre qui vaille dans le cadre de l'organisation des prochains scrutins. La plateforme Unité patriotique est de cet avis et félicite le Conseil électoral provisoire pour l'avancement et le bon déroulement du processus. Sorel Jacinthe est le porte-parole de cette structure, également candidat au Sénat pour le département de la Grande-Anse. Jusqu'à présent, CEP a fait un bon travail. C'est vrai qu'il y a des erreurs. Nous travaillons avec d'autres partis politiques pour nous voir comment ils sont capables de corriger les erreurs. Nous sommes très préoccupés. Nous sommes très préoccupés par la question de l'insécurité, qui lui-même commence à gagner dans tout le pays à la veille des élections. Une préoccupation grandissante vu la complexité de la conjoncture actuelle.
C'est de là que vient le doute émis par de nombreux observateurs et hommes politiques en ce qui a trait à l'organisation effective des élections. La plateforme Unité Patriotique, ne partageant pas cette idée, se dit optimiste. Selon Sorel Jacinthe, les conditions sont réunies pour que les prochaines joutes électorales se tiennent cette année. Unité l'irrité en ligne CEPA, parce que c'est CEPA lui-même qui a fait l'élection. Jusqu'à présent, CEPA dit l'élection législative a fait le 9 août. Donc, nous travaillons sous question ça, et c'est ça qui fait que je dis à nous présenter candidats. Aujourd'hui, notre cap, c'est sur les élections législatives. Entre-temps, les candidats de la plateforme Unité Patriotique se préparent à prendre part aux prochaines élections. Présentés officiellement à la presse ce mardi, ils sont 48 prétendants au poste de députés et de sénateurs et près de 80 pour les collectivités. Unité Patriotique n'a pas de candidat à la présidence. Un choix calculé selon le porte-parole de la plateforme qui dit attendre le premier tour des élections pour faire alliance à un prétendant à la magistrature suprême du pays. Le gouvernement haïtien annonce avoir mis en place un plan de contingence afin de préparer une éventuelle arrivée massive en Haïti d'Haïtiens provenant de République dominicaine. Une rencontre s'est tenue ce mardi entre plusieurs ministères, dont celui de l'Intérieur, et les différentes autorités des régions frontalières. Selon le Premier ministre Evans Paul qui lançait cette réunion, le flou persiste sur ce dossier, mais l'État haïtien se prépare en conséquence. Là, nous avons lisier une date butoir que le gouvernement dominicain a adopté et n'a fait face à un double langage. Un langage côté gain autorité de gouvernement dominicain, on a cité le ministre des Affaires étrangères Navarro, te dit pas gagner rapatriement massif. On l'autre côté gain l'autre autobré qui fait qu'on est pral gagner rapatriement et gain même des informations qui t'a montré comment c'est gagner rapatriement. Pour gérer une situation comme ça, faut premièrement, le gouvernement prend responsabilité à travers toute autorité qui concerne. Nous sommes capables de dire son responsabilité transversale de tout gouvernement haïtien. Au-delà du gouvernement haïtien, son responsabilité pays d'Haïti. Moi, je viens là pour me lancer un appel à la solidarité nationale. Sous question ça, pas de rivalité, pouvoir, opposition, société civile. Tout Haïti doit faire yon pour nous recevoir compatriotes nous avec honneur, avec dignité, pour nous traiter chaque cas avec compassion. Nous connaissons capable de gens qui sont handicapés, capable de gens qui sont âgés, capable de petits gens, capable de gagner tout des gens qui ne sont pas citoyens haïtiens, puisque sont mesures qui ont coulé discriminatoire. Mais ça qui est fondamental, gouvernement mobilisé, gouvernement à présence sous frontière et gouvernement mandé tout secteur dans la société, tout monde, tout haïtien qui est capable de porter coller, particulièrement monde qui est dans zone frontière. Et l'État haïtien compte sous contribution, sous collaboration, toute société pour nous faire travailler ça dans les meilleures conditions possibles pour le bail plus bon résultat. Premièrement, l'accueil temporaire dans certains cas. Deuxièmement, la réintégration de Mounsayo pour la plupart qui travaillent dur pour corriger l'économie pays voisins qui aujourd'hui à prendre des dispositions non qualifiées de discriminatoires. Les 2 premières tranches du PSUGO pour l'année scolaire 2014-2015 seront payées, comme promis, par le gouvernement avant la fin du mois de juin. L'annonce a été faite ce mardi par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Reynold Telfort. Interrogé sur le programme d'éducation pour tous, EPT, M. Telfort a fait remarquer que la première tranche de 60% est déjà disponible sur les comptes des écoles impliquées. En 2014-15 ans, dans PSUGO, nous avons toujours proposé que le paiement soit fait en 3 tranches. Une première tranche de 30%, une deuxième tranche de 30%
et une troisième tranche de 40%. Avec le retard que nous avons accumulé année ça, jusqu'à la fin du mois de juin, le processus là est en fin enclenché au niveau du ministère des Finances, on a payé 2 tranches en même temps. Cela veut dire qu'on a payé 60%. Et on a prêté une troisième tranche, après contrôle que nous finissons de faire, disons, avant la rentrée scolaire, on a payé l'autre 40%. Et l'un du 40%, on a payé à la fois l'école subventionnée, c'est autour de 7 000. On a payé les enseignants qui sont dans des écoles publiques et on a payé enseignants autour qui sont dans Rodec. Signature ce mardi d'un accord de coopération entre l'État haïtien et le gouvernement espagnol portant sur les domaines d'assainissement de l'eau et de l'éducation. Cet accord est évalué à plus de 120 millions d'euros. Suivez les explications du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel García Margallo, et du ministre de la Planification, Yves Germain Joseph. Je rappelle que l'Espagne est l'un des pays de l'OCDE à avoir adhéré au suivi des principes de l'engagement international dans les États fragiles et les situations précaires. C'est tout à l'honneur de votre pays, monsieur le ministre. Bien qu'elle ne soit pas hispanophone, la République d'Haïti est listée pays prioritaire par votre gouvernement, qui a maintenu son engagement envers elle en dépit des contraintes budgétaires provoquées par la crise financière. Les défis à relever sont énormes. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le support des partenaires comme l'Espagne pour financer quelques-unes de nos priorités essentielles. Ainsi, nous nous réjouissons de votre présence parmi nous, monsieur le ministre, à la tête de cette imposante délégation. Nous apprécions à sa juste valeur que vous soyez venu de si loin, vous libérant d'un emploi de temps bien chargé pour illustrer la dynamique de notre coopération. Soyez-en tout spécialement remerciés. En 2005, l'Espagne a en effet déclaré l'Haïti pays prioritaire de la coopération espagnole et l'année suivante, la première commission mixte était signée. C'est ainsi que s'est engagée une période de transparence et collaboration, en particulier dans les domaines des services sociaux de base, comme l'accès à l'eau et à l'assainissement ou l'éducation. L'engagement de l'Espagne s'est affirmé au fil du temps, au fur et à mesure que s'est renforcée notre solidarité envers votre pays. Aujourd'hui, 5 ans après, la volonté de l'Espagne de contribuer au développement et à la prospérité de Haïti demeure intacte. La coopération espagnole s'est efforcée de porter sur le terrain cet élan solidaire en appuyant directement les institutions haïtiennes, de telle sorte que celles-ci et les gouvernements haïtiens, avec leur capacité, deviennent de véritables acteurs de cet effort pour atteindre un développement durable. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la liste des candidats s'allonge chez les Républicains. Le milliardaire Donald Trump a annoncé mardi qu'il était candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de novembre 2016 aux États-Unis. Il devient, à 68 ans, le 12e candidat déclaré aux primaires républicaines. Donald Trump se lance à son tour dans la course à la Maison-Blanche. Le milliardaire de 69 ans a annoncé sa candidature depuis sa tour, la Trump Tower à Manhattan. Il est le 12e candidat déclaré côté républicain. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, I am officially running je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis. Et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. our country great again.
La candidature de Donald Trump intervient au lendemain de celle de Jeb Bush, le fils et frère des deux anciens présidents. S'exprimant depuis son fief de Miami, l'ancien gouverneur de Floride a promis, s'il est élu, de renouer avec une croissance de 4% par an, assortie de la création de millions d'emplois. La justice égyptienne a confirmé mardi la condamnation à mort de l'ancien président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, pour son implication dans une évasion collective durant le soulèvement de 2011 contre Hosni Moubarak. Ce tribunal criminel au Caire a confirmé la peine de mort pour l'ex-président Mohamed Morsi. L'Égypte maintient ainsi sa volonté d'éradiquer les Frères musulmans dont est issu Morsi. D'autres leaders islamistes ont été condamnés à la pendaison. Mohamed Morsi est poursuivi pour des évasions massives de prison durant la révolte 2011. Dans 2 autres procès, il est condamné à perpétuité. C'est un verdict en première instance. Le président déchu, Mohamed Morsi, et les Frères musulmans peuvent faire appel de cette décision. Cela ouvrira la voie à 2 procès de plus. Depuis l'arrivée au pouvoir de Al-Sisi, le nouveau chef d'État, la répression contre l'opposition est terrible. Des centaines de frères musulmans ont été condamnés à mort et les mouvements laïques et de gauche sont également réprimés. La décision de la Cour d'aujourd'hui, explique notre correspondant au Caire, met un terme aux spéculations autour du sort de l'ancien président Mohamed Morsi et des leaders des frères musulmans. Le fait que les verdicts soient confirmés ou modifiés dépendra des bouleversements politiques ou de l'évolution du processus judiciaire. Puis le groupe État islamique a subi son plus sérieux revers en Syrie après la capture mardi par les forces kurdes de Tal Abyad, ville frontalière de la Turquie et point de transit vital pour les djihadistes. Après 5 jours d'offensive appuyée par les frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis et les groupes rebelles syriens, les unités de protection du peuple kurde, YPG, ont pris le contrôle de la ville à l'aube après des combats qui avaient fait fuir des milliers d'habitants. Les forces kurdes gagnent du terrain sur l'État islamique en Syrie. Aidés par l'armée syrienne libre, les combattants kurdes ont chassé les djihadistes de la ville de Tal Abyad après plusieurs jours de combat. Comme à Kobané, le drapeau kurde flotte désormais sur la ville syrienne, un symbole qui effraie Ankara. La Turquie voisine accuse les Kurdes de se livrer à un nettoyage ethnique contre les populations non kurdes. Elle craint que les Kurdes ne tentent de constituer un territoire autonome en Syrie, près de sa frontière. Les combattants kurdes sont en relation avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe considéré comme terroriste et combattu par Ankara depuis des années. Les violents affrontements à Tal Abyad ont poussé vers la Turquie près de 20 000 nouveaux réfugiés syriens. Au moins 5 djihadistes cachés parmi la population ont été arrêtés à leur entrée en Turquie.